messieurs, bonjour. Vous suivez le premier journal de RTI1 et vous faites bien. La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien préparent une nouvelle stratégie de partenariat. La première phase va consister à identifier les principaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. La société civile, le secteur privé et les partenaires financiers prennent part aux échanges. Michel Digre. Ces consultations entamées par la Banque mondiale visent à jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays avec la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'institution financière va identifier les principaux défis de développement du pays. Cette stratégie sera basée sur un diagnostic systématique, donc approfondi, et sans complaisance, fondée sur une analyse rigoureuse et actuelle des problèmes et des possibilités de développement des pays, mais également tirant leçon des forces et faiblesses de nos 50 années de coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, l'initiative de la Banque mondiale permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pôle de développement et de croissance si les vrais besoins du pays sont ciblés et traités. Il faut l'amélioration des compétences humaines et le renforcement des capacités technologiques et énergétiques de la Côte d'Ivoire. La sécurité alimentaire à travers notamment le PNIA, le Programme national d'investissement agricole 2012-2016, prenant en compte la stratégie nationale de développement de la filière rizicoole. La lutte résolue contre la malnutrition à travers l'adhésion à l'initiative internationale SUN, Scaling Up Nutrition. L'amélioration de la gouvernance par les politiques d'incitation à la transparence, à l'équité, à la culture de l'excellence, ainsi que par la mise en place de la haute autorité en charge donc de la bonne gouvernance. Sur la période 2010-2013, la Banque mondiale a mobilisé plus de 750 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique. Le pays fait partie des 24 nations pilotes de la nouvelle stratégie de partenariat du groupe de la Banque mondiale. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a offert la somme de 500 millions de francs CFA. Je rappelle que jusqu'ici, aucun cas n'est déclaré en Côte d'Ivoire et pour que cela dure le plus longtemps possible, les autorités encouragent le respect des mesures préventives. L'Union européenne, elle aussi, vient de faire un don. Ce partenaire au développement a remis 135 millions de francs CFA pour appuyer les actions de prévention contre le virus Ebola. Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a reçu le don à son cabinet. Salimatou Dia, Léon Brou. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, recevant un chèque de 135 millions de nos francs, c'est un appui de l'Union européenne au gouvernement pour passer de la phase préventive à la riposte au virus Ebola. Il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais il est nécessaire d'être prêt. Et le sens de l'intervention européenne aujourd'hui est d'aider la Côte d'Ivoire à être prête, justement, en permettant la mise en place d'un centre d'excellence au CHU de Trècheville. CHU de Trècheville, c'est ici que sera construit le site d'accueil des éventuels malades d'Ebola. Il sera équipé d'ambulances, de véhicules de transport de réactifs et de distribution de médicaments, en plus d'agents formés à la prise en charge de la maladie. Ce sera au total un centre d'isolement aux normes internationales dont la ministre de la Santé salue l'initiative, bien qu'aucun cas d'Ebola n'est à ce jour déclaré en Côte d'Ivoire. Si un cas survenant en Côte d'Ivoire, nous entrons dans la phase active. Et je pense que la Côte d'Ivoire a eu le nez creux, n'est-ce pas, en faisant en sorte que nous passions à un autre stade, que nous nous mettons comme si nous étions dans une situation de présence du virus et puis faire en sorte que les populations ivoiriennes soient protégées. Ce don de l'Union européenne répond à l'engagement pris par l'institution au début de l'épidémie d'Ebola à aider l'Afrique de l'Ouest à faire face à la maladie. Une maladie qui mobilise également aux côtés du gouvernement ivoirien, selon la ministre de la Santé, l'expertise américaine et française notamment. Parlons toujours d'Ebola, rendons-nous à Tiapoum. Dans cette localité, les autorités sensibilisent sans cesse les populations. Le reportage est signé Abou Sanogo. La sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola se poursuit. Conscientes du danger que représente la maladie, les autorités ivoiriennes multiplient les campagnes de sensibilisation afin de réduire les risques de contraction de la maladie. Ainsi, celle de la localité de Tiapoum dans le département d'Abouasso
avec à leur tête le préfet Kassoum Koulibaly, ont choisi le jour du marché pour inviter la population à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Nous, autorités administratives, nous avons pour mission de véhiculer les mesures prises par le gouvernement, de relayer ces mesures-là auprès de nos populations, afin que ce virus-là n'arrive jamais dans notre pays. Au cours de la séance de sensibilisation, les agents de santé ont expliqué aux populations l'origine de la maladie, ses modes de transmission et de manifestation, ainsi que les moyens de prévention. Par ailleurs, elles ont été exhortées au respect des mesures prises par le gouvernement. Dans les hameaux les plus reculés, les populations doivent pouvoir respecter ces mesures pour que le virus n'entre pas dans notre pays. Ces mesures sont simples. Il faut éviter de chasser les gibiers. Il faut éviter de se serrer les mains. Il faut éviter de se faire les accolades. Et il faut surtout se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Si ces mesures sont respectées, on évite la maladie. La sensibilisation s'est achevée par un contrôle dans les restaurants, maquis et bars de la localité de Tiapoung, ainsi que la distribution de récipients. Comment stopper une hémorragie importante? Que faire si une personne a perdu connaissance? Comment fonctionne la réanimation cardio-pulmonaire? Les accidents font partie de la vie de tous les jours. En cas de pépin mineur ou de malaise passager, les pansements ou les cachets à disposition dans pratiquement chaque ménage font l'affaire. Ce sont les premiers secours. Le monde célèbre aujourd'hui la journée des premiers secours. Ils sont 21 000 candidats pour seulement 1900 postes budgétaires. C'est le premier concours d'entrée à l'école normale supérieure ENS depuis 2010 et il va se dérouler du 19 au 21 septembre prochain. Les précisions de Patricia Omouetia. 21 800 candidats. C'est le nombre de personnes inscrites pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure ENS. Au cours du point de presse qu'il a animé, le directeur de l'école, le professeur Sidibé Vali, a fait savoir que depuis 2010, l'ENS n'a pas organisé de concours. Suite à la réunion du 8 septembre dernier organisée par le comité de l'institution, les dates retenues pour les concours d'entrée à l'ENS au titre de l'année 2014 sont connues. Les concours de l'ENS auront lieu les 19, 20 et 21 septembre 2014. Et tout le personnel enseignant de l'ENS, des laboratoires assignés à l'ENS sont réquisitionnés pour la surveillance des concours. Sur 1847 postes budgétaires, il y a 500 places pour les professeurs de lycée, 860 places pour les professeurs de collège et 500 places pour les éducateurs. Un étudiant qui sort de l'ENS, qui va être affecté à Tengrela, qui va être affecté à Dabakala ou qui va être affecté à Bouna, il assume son rôle régalien d'être utile à la société. Parce que les universités et les grandes écoles d'enseignement supérieur ont obligation sociale de former des formateurs pointus pour ne pas que la société tombe dans l'obscurantisme. Depuis 2012, l'école normale supérieure, ENS, s'engage à être un pôle d'excellence sous-régional. La page culture de ce journal à présent. Le groupe ivoirien Magic System en concert pour la deuxième fois dans la mythique salle de l'Olympia à Paris. Les 4 magiciens du Zouglou se préparent à faire vibrer le public français, notamment au son de leur nouvel album désigné déjà tube de l'été en France. Serge Colléa. En 2002, dans les premières heures de leur carrière internationale prodigieuse, ils ont apprenti avec succès la mythique salle de l'Olympia en France. 12 ans après, les 4 ambassadeurs du Zouglou ivoirien remettent le couvert. Hey, Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Hey, hey, j'ai pas mes papiers. Magic System se produit le samedi 13 septembre prochain à l'Olympia. Asalfo, Tino, Managa et Goudé s'apprêtent une fois de plus à écrire une page dorée d'un parcours musical
déjà bien garnis. C'est vraiment une fierté pour nous, mais en même temps c'est un nouveau défi que nous nous lançons et on espère qu'on pourra relever ce défi parce que c'est un concert qui va peser beaucoup pour le tournant de notre carrière. À travers ses nombreuses tournées européennes et ses tubes à succès, Magic System a fait l'unanimité autour de sa musique et a mis presque tout le public européen à ses pieds. 15 disques d'or, 3 disques de platine pour ce groupe qui continue de monter les marches du succès et de la consécration. Elles sont 21 femmes et jeunes filles somaliennes à avoir été violées ou sexuellement exploitées par des militaires servant dans les forces de l'Union africaine à Mogadiscio. Dans un rapport accablant de Human Rights Watch, ces jeunes somaliennes, parfois âgées d'à peine 15 ans, disent avoir reçu $10, environ 5 000 francs CFA, de la part de ces soldats. Viol et exploitation sexuelle. Les accusations portées contre certains soldats de l'Union africaine en Somalie sont très graves. Ces derniers mois, Human Rights Watch a enquêté à Mogadiscio. Dans son dernier rapport, l'ONG relaye le témoignage de 21 femmes et jeunes filles somaliennes. Elle raconte comment, depuis 2013, des militaires de l'AMISOM abusent d'elles. Nous sommes certains de nous quand nous affirmons que ces jeunes femmes, ces fillettes ont été violées, ont été abusées sexuellement, ont été agressées et ont été parfois même exploitées sexuellement, c'est-à-dire qu'elles ont dû revenir dans la base pour des services sexuels qu'elles donnaient en échange d'une toute petite rémunération à des soldats ougandais ou burundais. Questionné sur ce rapport accablant, le commandant en chef de l'AMISOM dit appeler régulièrement ses troupes au respect des droits de l'homme. Sur les accusations de viol, il se montre très prudent. Jusqu'à présent, ces cas, ce sont des cas qu'on peut appeler des cas isolés. Ce sont des cas qui, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de preuves tangibles. Mais en coulisses, le général burundais glisse qu'une enquête interne est en cours au sein de l'AMISOM. Pour Human Rights Watch, il faut mener des instructions transparentes et indépendantes en impliquant les institutions et les pays qui interviennent militairement en Somalie. Ce qu'on demande à l'ONU, ce qu'on demande à l'Union africaine, c'est bien sûr de déployer beaucoup plus d'énergie pour repérer d'éventuelles agressions, les coupables, mener des enquêtes, poursuivre les responsables de ces agressions sexuelles, que des procureurs ougandais ou burundais viennent plus régulièrement en Somalie faire ces enquêtes. Pour l'ONG, la vingtaine d'accusations d'abus sexuels contre les contingents burundais et ougandais ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Human Rights Watch craint que les exactions ne soient beaucoup plus larges au sein des troupes de l'AMISOM déployées depuis 2007 en Somalie. Congo, Afrique du Sud, Burundi, rendons-nous maintenant dans ces 3 pays africains. C'est l'actualité sur le continent, c'est en bref et en images. L'ancien numéro 2 des services de renseignement congolais, Marcel Ntsuru, a été reconnu coupable de rébellion, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, assassinat, association de malfaiteurs. La Cour criminelle de Brazzaville l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité, un verdict contesté par ses avocats. Nous avons soulevé plusieurs points sur lesquels la Cour n'a même pas répondu. Alors c'est une décision, pour moi c'est une décision qui a été rédigée ailleurs et on l'a donnée aux magistrats qui sont venus la lire parce qu'ils n'ont pas répondu aux questions que nous leur avons posées. Ce colonel, ancien proche du président Sassou Nguesso, avait été arrêté en décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée en plein centre de la capitale. 59 prévenus ont été acquittés et 53 autres ont écopé de peines allant de 7 à 15 ans de travaux forcés. Un Rwandais et 3 Tanzaniens ont été reconnus coupables par la justice sud-africaine de tentative d'assassinat en juin 2010 contre l'ancien chef d'état-major rwandais et condamnés à 8 ans de prison. Selon le juge Stanley Mkari, ce complot contre cet ancien proche du président Kagame a été commandité par le Rwanda. L'ancien général Nyamwasa, qui vit depuis l'attaque avec une balle dans le dos, a déclaré avoir été la cible de 3 autres tentatives d'attentat sur le sol sud-africain où il est réfugié. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage aux 3 sœurs italiennes violées et assassinées le 7 septembre. Une messe d'adieu a été célébrée mercredi par l'archevêque de Bujumbura au sanctuaire du Mont Sion,
où la foule a pu partager sa douleur et son émotion. L'inhumation a eu lieu à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un suspect a été arrêté, mais l'enquête se poursuit. Et puis, pour terminer ce journal, direction les États-Unis d'Amérique. Et vous le voyez, vous allez le voir en image, 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président américain Barack Obama s'engage plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Il a annoncé lors d'une adresse à la nation que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie. Voilà, fin de ce journal. On se retrouve à demain, 6h30. RTI 1, la chaîne qui rassemble.